fii mooy Djeddah Thiaroye Kaw quartier Abou Sy ñun de nawet ak noor ndox mi moom dañoo sonal wax dëgg yàlla ñu yor ay xale yu ndaw gis nga xale yaa ngi ne xale yu ndaw amuñu suñu fenn amuñu kuñ jàppale sama papa moo ñu doon jàppale dafa feebar paralysé mënatul dara lépp dañ koy defal suñu amoon daal ku ñu dimbali ci ndox mi moom dinañ sant wax dëgg yàlla. néeg yaa ngi ne ndox kese la suñu bagage yëpp a yàqu néegi mënoo cee tëdd ndox la dañoo tooj ay xeer ak yooyu di ci tëdd nu amuñ fu ñu jëm moo tax ñu nekk fi kër gi sax dañu koo aal. duus si ndox kese la bala ngaa sangu da ngay tànk bala ngaa dem duus da ngay tànk. amul courant amul dara amul courant amul ndox. metti na de moom booy togg da ngay teg ay xeer yëpp moom wax dëgg yàlla metti na moom duñ togg léeg-léeg ñu xëy te duñ ndékki waaw man damay jaay ay jaralaay jaay ay jaaro su ma jaayee ma jaralee ñu togg su ma jaralul ñu togg mooy noonu. Le Sénégal sortira-t-il un jour de la pauvreté? Prenez quelques instants et posez-vous franchement cette question. Il est dit que le courage, c'est de regarder les choses telles qu'elles le sont vraiment, et non telles que nous voudrions qu'elles le soient. Chers compatriotes, l'année 2016 s'achève dans une conjoncture mondiale difficile. Des économies stagnent, d'autres sont en récession. Malgré tout, notre pays continue d'améliorer ses performances économiques. Nos agrégats macroéconomiques sont maîtrisés. L'inflation est maintenue à un niveau faible de moins d'1% et nos relations avec nos partenaires demeurent solides et confiantes. Et avec 6,6%, le taux de croissance du PIB de notre pays reste parmi les plus élevés d'Afrique. Le plan Sénégal émergent, PSE, qui termine sa deuxième année de mise en œuvre, se poursuit sans relâche. À ce titre, j'ai inauguré des projets d'infrastructures majeurs. Franchement, vous y croyez encore? Pourquoi nos dirigeants nous trompent-ils ainsi? Qu'y a-t-il réellement derrière toutes ces promesses non tenues? Et si leurs mensonges cachaient des réalités beaucoup plus obscures, des intentions inavouables? Vous vous demandez sans doute quel est l'intérêt de maintenir une grande partie de la population dans la pauvreté. La raison est la suivante. Pour garder le pouvoir, il faut garder les richesses. C'est le principe fondamental de la concentration des richesses et du pouvoir. Adam Smith, père de l'économie moderne, a été le premier à décrire ce principe dans son œuvre La richesse des nations, parue en 1776. Depuis toujours, en effet, une minorité d'individus ayant les mêmes intérêts ont appliqué ce principe pour asseoir leur pouvoir sur la majorité du peuple. C'est aussi un phénomène que l'on retrouve chez nous, au Sénégal. Mais qui sont ces individus qui veulent nous maintenir dans la pauvreté à tout prix? Pour le savoir, je vous propose de remonter au tout début, au commencement de la République. 1960, année des indépendances. Le Sénégal accède à la souveraineté internationale. Après des années de lutte, c'est la libération. Une jeune nation est née. Pleine d'espoir, elle veut prendre sa place dans un monde libre. Le combat pour l'indépendance fut long et dur. Mené par des hommes valeureux, ce combat était une lutte pour la dignité du peuple noir. Seulement, une fois l'indépendance acquise, il fallait maintenant gérer le pays. Naturellement, un des leaders fut nommé chef de l'État de la toute nouvelle République du Sénégal, Léopold Sédar Senghor. Nul besoin de vous rappeler son histoire.
nous la connaissons tous. Homme de culture, Senghor avait pour ambition de faire rayonner le Sénégal dans le monde entier. Culturellement parlant, il y parvint dans une certaine mesure. S'il y a une chose que nous devons apprendre de l'histoire, c'est que le pouvoir ne se partage pas. En cette année de 1962, juste 2 ans après notre indépendance, le Sénégal va connaître la plus grande crise politique de son histoire. Mamadou Dia, alors président du Conseil, va être accusé de haute trahison et emprisonné. Il est accusé d'avoir voulu renverser le président Senghor. Il n'en était rien. Senghor venait tout simplement de confisquer le pouvoir. Dorénavant, le pouvoir était à lui et rien qu'à lui. Homme ambitieux et d'une extrême habileté, il eut parfois recours à la violence pour asseoir son autorité. Cependant, l'enrichissement personnel n'était pas son objectif. Seul le pouvoir l'intéressait. Le pouvoir pour le pouvoir. Mais le pouvoir, pour bien s'exercer, nécessite une organisation solide et des hommes à plusieurs niveaux de responsabilité. Mais ces hommes et femmes ont, quant à eux, besoin de privilèges. Ils doivent s'enrichir pour conforter leur position dans la société. Et voilà comment tout commença. Voici venu l'âge d'or du parti unique. Les ténors de ce système vont alors constituer ce que nous allons appeler le premier groupement d'intérêts politico-économiques du Sénégal. Ce sont des politiciens, des syndicalistes, des commerçants et hommes d'affaires, tous affiliés au parti unique, l'UPS, l'ancêtre de l'actuel Parti socialiste. Décembre 1980. Après 20 ans à la tête du Sénégal, Senghor décide de transmettre le pouvoir à Abdou Diouf. L'homme est un pur produit du système séngorien. Le passage de témoin est cohérent. Rien n'allait changer dans l'organisation du parti, dans l'organisation du pays. Le même groupe de personnes, affiliées au tout-puissant Parti socialiste, allait continuer à concentrer des richesses. Le système allait perdurer et le pouvoir se renforcer. Les 19 années de la présidence d'Abdou Diouf ont été des plus difficiles. Les inégalités se sont accentuées. Il y avait d'un côté le parti et de l'autre le peuple. Les ténors du parti, en plus d'occuper les hauts postes du pays, sont aussi les hommes d'affaires les plus riches. C'est donc un peuple à genoux qui a porté l'alternance de 2000 avec l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir. Un nouveau vent d'espoir souffle à nouveau. Tout comme il y a 40 ans, les Sénégalais rêvent à nouveau d'un avenir meilleur. Et tout comme en 1960, moins de 2 ans après son accession au pouvoir, Wade va mettre au placard ses alliés qui l'ont porté. Absolument, le pouvoir ne se partage pas. Et voilà le nouveau régime qui va tout recentrer sur son parti, le PDS. C'est vrai que wax naa léegi man la ñooñu weddiwuma ni dañoo àndoon ak man di xeex ba mu jël pouvoir waaye nag bu ñu jotee pouvoir nañu xam ne maay président ak li ma constitution bi jox waaye rek nañ def gouvernement collégial pour lu ma bëgg a def ma woo leen ñu toog ñu doon la ñuy def noonu du ma ko def peuple bi waxuma loolu peuple bi man la fol leen ñoom. Mais nous y voilà. Nous allons assister à la naissance d'un phénomène inédit, la transhumance politique. Il faut juste comprendre que ce sont des membres de notre fameux groupement d'intérêts politico-économiques qui ne comptent pas laisser filer les privilèges. Ils sont prêts à tout pour demeurer dans le cercle du pouvoir et des richesses. Rien ne va changer. Le groupe va juste s'agrandir avec les régimes successifs. Regardez bien le paysage politique et économique de notre pays.
À part quelques nouveaux arrivants, ce sont toujours les mêmes que l'on voit depuis des années. Et vous pensez que c'est un hasard? Seulement, depuis 2000, une nouvelle ère s'est ouverte. Le peuple sénégalais a pris conscience de sa force. Il connaît désormais le pouvoir des urnes. C'est la maturité démocratique. Vous le comprenez bien. Pour asseoir durablement son pouvoir, notre groupement d'intérêts politico-économiques ne peut plus user de la force. On va alors utiliser un autre stratagème, la corruption. Lorsqu'on parle de corruption, on a très souvent l'image de la petite transaction faite en catimini. Mais le système de corruption dont on parle ici est beaucoup plus vicieux, beaucoup plus profond. C'est un système de corruption planifié, programmé et qui doit toucher tous les pans de notre société. Imaginez-vous demain, président de la République, et que l'on vous dise que votre véritable mission est de conserver le pouvoir et de protéger les intérêts d'un groupe, d'une élite qui vous a fait élire. Que feriez-vous? Comment procéderiez-vous? Le principe est le suivant. Quel que soit le pays, la culture, la religion, pour qu'un petit nombre puisse profiter des privilèges et asseoir son autorité, il faut que le reste du peuple soit maintenu dans la pauvreté avec le minimum vital. Pour ce faire, procédez comme suit. Premièrement, vendez-leur du rêve. Il faut que la population puisse espérer d'un avenir meilleur. Sinon, ce sera bien entendu la révolution. Et si vous avez une population jeune, maintenez cette jeunesse dans l'ignorance, l'illusion et le divertissement. Pensez-vous vraiment que la crise de l'enseignement soit fortuite? Que le niveau des élèves baisse d'année en année? Rien ne l'explique dans ce pays. C'est une volonté délibérée de la part de nos dirigeants. Deuxième étape, créer une nouvelle classe de privilégiés que vous rendez riches très rapidement. Vous les exposerez alors comme des exemples. Il faut montrer que se rapprocher de vous améliore l'existence à bien des égards. Cela va conforter l'illusion d'une réussite facile et donc la passivité au niveau de la population. Avec ces deux choses, vous êtes presque sûr d'atteindre votre but, qui est une corruption généralisée des valeurs. L'argent sera au centre de la société. La plupart des individus n'auront plus de repères, plus de principes. Ainsi, vous avez une légion de personnes manipulables qui ne marcheront qu'au profit et qui vont gangréner toute la société. Donc vous voilà arrivé à l'étape ultime. Vous venez de planifier un système de corruption générale. Une politique de corruption qui va toucher tous les aspects de la société. Et malheureusement, nous en voyons les conséquences tous les jours. Mais savez-vous pourquoi cette corruption programmée est surtout bénéfique à notre élite? Je vais vous le dire. C'est qu'elle leur permet de se dédouaner de presque toute chose. C'est la déresponsabilisation systématique. Regardez bien notre Sénégal, quel que soit le problème que vous prenez. Pensez-vous que nos dirigeants prennent l'entière responsabilité de la situation? Prenez quelques instants et pensez-y franchement s'il vous plaît. Prenons l'exemple de l'immigration clandestine. Contrairement à ce qu'ils vous diront, l'immigration clandestine est dans leur plus grand intérêt. C'est la triste réalité. Ils y gagnent deux fois. C'est d'une pierre deux coups. En effet, faute de ne pas créer des emplois suffisants, nous avons une jeunesse sans perspective. Pour nos dirigeants, c'est une bombe à retardement. Donc, moins il y en aura sur le territoire national, mieux ce sera. D'autre part,
les États européens ont mis en place des politiques pour subjuguer l'immigration clandestine. Ce qu'on ne vous dit pas davantage, c'est que certains pays donnent de l'argent à nos dirigeants pour créer plus d'emplois afin de lutter contre l'immigration. Et que ce soit au Sénégal ou dans les autres pays africains, vous ne verrez pas de vraies solutions pour arrêter l'immigration clandestine. Pour nos dirigeants, ça ne dérange pas plus que ça que nos frères aillent périr en mer. Ils sont en effet dans une logique de déresponsabilisation totale. Il est beaucoup plus facile de mettre la responsabilité sur les pays occidentaux et dire toujours que la faute est aux Blancs. Mais prenons un autre domaine où le phénomène de corruption et de déresponsabilisation est le plus marquant. C'est celui de la souveraineté économique. Le général de Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. D'accord ? Mais la question est donc, pourquoi notre élite ne défend-elle pas nos intérêts ? Les intérêts de nos entrepreneurs. Certains pensent qu'ils ont peut-être peur. Et peut-être que c'est ce qu'ils souhaitent nous faire croire pour se déresponsabiliser facilement. Mais la vérité est la suivante. Pour alimenter ce système de corruption généralisée, il faut beaucoup d'argent. Et de l'argent frais. Et qui peut bien leur apporter cela en toute discrétion ? Évidemment, ce ne sont pas nos braves entreprises nationales qui se battent pour gagner des marchés et payer les salaires de leurs employés. Ce seront plutôt des multinationales, avec des sociétés offshore spécialement établies pour verser des commissions occultes à nos dirigeants, pour gagner facilement des marchés et des passe-droits. De plus, il est évident qu'une entreprise nationale, dirigée par des citoyens sénégalais patriotiques, sera plus réticente à participer à des opérations qui iraient à l'encontre des intérêts des Sénégalais. Donc pour bien fonctionner, ce genre de système a besoin de la plus grande des opacités. Vous verrez donc, pour les grands marchés, principalement des entreprises étrangères. Parlons de souveraineté économique, nous ne pouvons pas oublier le sujet plus que d'actualité de notre monnaie, le franc CFA. Nous n'avons pas besoin de nous attarder sur le sujet car d'éminents penseurs et économistes ont démontré cette aberration. Seulement, je vous inviterai à analyser le sujet sur le prisme de ce système de corruption programmée et de déresponsabilisation de nos élites. Peut-être que vous comprendrez que cette situation n'est pas aussi subie qu'il n'y paraît. Rappelons donc les choses clairement. Nous sommes aujourd'hui pris en otage par un groupe d'individus qui a pour seule et unique ambition l'exercice du pouvoir. Et pour y parvenir, elle concentre toutes les richesses, laissant un Sénégalais sur 2 dans la misère la plus totale et un Sénégalais sur 4 dans la précarité. Encore plus grave, pour éviter une véritable prise de conscience des Sénégalais, elle a mis en place un système de corruption qui, en plus de nous éloigner de nos valeurs, leur permet de se déresponsabiliser devant tous nos problèmes du quotidien. Voici la réalité. Et voilà pourquoi nous aurons du mal à nous développer. Nous devons avoir le courage de regarder les choses en face. Nous possédons toutes les ressources pour nous développer. Mais nous n'y parviendrons pas tant que ce système continuera d'exister. Il est grand temps d'agir et de reprendre notre destin en main. Il est dit que toute nation a le gouvernement qu'il mérite. Nous devons donc mieux définir ce que nous méritons. Et je pense en tant que citoyen sénégalais que nous méritons beaucoup mieux, si ce n'est le meilleur. C'est pourquoi nous devons avant tout miser sur nous-mêmes. C'est un impératif. Nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et croyez-moi, c'est ce que nous faisons déjà sans même nous en rendre compte. Pensez un peu à ce chiffre. 900 milliards de francs CFA par an. C'est le montant que les immigrés envoient chaque année au Sénégal. Pouvez-vous imaginer un instant cette manne financière inexistante ? Ce serait tout simplement le chaos. Pensez un peu à ce vieux retraité qui ne vivrait que de sa maigre pension payée tous les 2 mois, si son enfant travaillant à l'étranger
ne lui envoyait pas d'argent. Ce même brave homme, qui en plus de subvenir aux besoins de sa famille, va utiliser une partie de cet argent pour aider certains de ses voisins qui n'ont pas la chance d'avoir des soutiens financiers. Où sont-ils nos dirigeants dans tout ça? Plus parlant encore, voyez ce qu'on nomme secteur informel, de plus en plus critiqué par nos gouvernants, et qui n'est autre que la capacité des Sénégalais à se débrouiller seuls, à survivre. Il faut le dire clairement, c'est le secteur économique le plus dynamique de ce pays, et cette élite le sait et aimerait en tirer profit. On nous parle en effet de formaliser l'informel, et cela dans l'unique but de pouvoir imposer les débrouillards. Encore si ces impôts étaient réellement destinés à améliorer leur qualité de vie, on n'y verrait pas d'inconvénient. Mais nous savons tous que cela entrera dans les fonds secrets de la République afin de pérenniser leur pouvoir. Ces deux exemples nous montrent les valeurs sur lesquelles il est possible de créer un système plus juste pour notre pays. La solidarité et l'abnégation au travail. Il faut que l'on prenne conscience de notre droit à une vie meilleure. De ne pas nous contenter du présent, mais plutôt de prendre ce que l'on mérite. Il faut que chaque citoyen sénégalais puisse prendre la pleine responsabilité de son destin. Et pour cela, il faut que nous changions le système en profondeur. Lorsque nous parlons de changer le système, de quoi s'agit-il réellement? À l'évidence, si quelque chose ne marche pas, le bon sens impose de la changer. Et c'est bel et bien le cas avec notre système politique. Mais comment faire? Il est convenu que la meilleure façon de changer un système est de le faire de l'intérieur. Donc nul besoin de révolution, ni de combat, ni de lutte, ni toute autre forme de discours belliqueux. Nous proposons une approche constructive, intelligente et durable. Nous allons changer les choses par l'exemple. Montrer que nous pouvons accomplir de meilleures choses ensemble en apportant chacun notre énergie et nos compétences. Nous pouvons faire beaucoup mieux que nos dirigeants actuels et nous n'avons pas besoin d'eux pour gérer notre destinée. Ces hommes politiques n'ont pas réellement les compétences pour apporter des solutions à nos problèmes. Ils ne sont pas formés pour cela. Même s'ils le voulaient, ils en sont incapables. C'est pourquoi nous autres citoyens sénégalais devons être responsables et assumer, chacun suivant son domaine de compétence, son rôle dans la construction de notre société. C'est une responsabilité historique. Enfin, refuser et dénoncer toute forme de corruption et d'injustice sociale. Nous ne devrons plus accepter de vivre dans un tel système. Où que vous soyez, si vous êtes témoin de situations d'injustice, faites-nous en part. Aucun homme n'a le monopole de la vérité. C'est ensemble que nous ferons émerger de nouvelles idées et bâtir une nouvelle société.